avec un thème. Et donc le but c'est d'en organiser une par mois. Et donc pour vous expliquer un peu qui est ce collectif, je voulais juste rappeler un petit peu quelques chiffres, des éléments de contexte. Et donc j'ai juste fait un petit travail assez rapide finalement. J'ai noté sur un papier un peu les infos. Tous les jours on regarde des informations par internet, etc. Et donc j'ai noté sur un papier quelques infos qui m'ont marqué pendant un mois, c'est-à-dire depuis la dernière soirée débat. J'ai noté quelques informations, donc je vous les livre un petit peu en vrac. Donc un fait qui m'a marqué il y a un mois, en 2018, il y a déjà dans l'atmosphère la quantité de gaz à effet de serre pour être à 1,5 degré à la fin du siècle. Donc voilà, le chemin est assez marqué, donc ça c'est déjà fait. Donc j'ai vu ça il y a un mois. Alors ensuite, il y a 15 jours, une info que j'ai vue qui sort de l'Agence européenne de l'environnement, qui a publié une série de cartes sur les risques inondations, feux, précipitations extrêmes. Donc c'est une carte, il y a une série de cartes où on voit qu'à Dieppe, donc on voit ça dans plusieurs villes de France, mais à Dieppe, donc ce qui nous concerne, dans un scénario assez optimiste, c'est-à-dire plus de degrés à la fin du siècle, les inondations qu'on connaît à Dieppe une fois tous les 100 ans, on les connaîtra 2 à 5 fois par an. Dans le scénario optimiste, et donc dans le scénario pessimiste, plus 4 degrés à la fin du siècle, ce sera beaucoup plus. Voilà, donc une information intéressante. Alors, autre information, le 20 janvier, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, donc c'est la politique qui nous concerne en France, le gouvernement, je cite, le gouvernement a choisi de relever le budget carbone pour la période 2019-2023, ce qui permettra à la France d'émettre plus de CO2 que prévu. Voilà, une information. Ensuite, tout récemment, la semaine dernière, le 11 février, alors là il y en a eu pas mal cette semaine-là, le 11 février, en Corse, il y a eu une nuit tropicale. C'est-à-dire que pendant la nuit, pendant 12 heures, il a fait plus de 22 degrés. Donc ça n'était jamais arrivé. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2010 et c'était au mois de juin. Donc voilà, une information intéressante et qui se relie assez bien à ce qu'on a vu quelques jours après. Le mois de janvier, le plus chaud en Europe jamais enregistré. Et cette semaine, on dit qu'en Antarctique, on a pour la première fois depuis qu'on fait des relevés, atteint 20 degrés en Antarctique. C'est des choses qui se passent tous les jours. J'ai lu aussi il y a 15 jours un rapport, alors là c'est les académies de sciences de l'Union européenne, donc les académies des sciences de différents pays, qui ont fait un rapport sur les technologies de séquestration du carbone de l'atmosphère, parce qu'on émet du carbone, mais on pourrait peut-être en enlever. Et donc ces technologies, a priori, n'ont pas la capacité ni l'ampleur pour capter le CO2 de l'atmosphère. Donc l'argument, on va y arriver pour la technique, ça va marcher, on va trouver des solutions, donc ça ne marche pas. Pas encore. Et je termine par une dernière petite info. Excusez-moi, c'est un petit peu long, mais en fait, il y a juste un mois là. Donc, une étude anglaise qui est sortie sur l'amincissement des nuages. Donc, les nuages nous font de l'ombre et nous protègent du réchauffement. Et en fait, le réchauffement climatique affine les nuages. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. Le changement climatique aggrave le changement climatique. Donc, ce qui faisait consensus avant, qui est de dire, bon, dans les scénarios, toutes choses égales par ailleurs, on va vers plus 4 degrés à la fin du siècle. Donc maintenant, je vous cite le CNRS, une croissance économique rapide tirée par les combustibles fossiles entraîneront une hausse des températures de 6 à 7 degrés d'ici la fin du siècle. Les scientifiques ont averti qu'il était pratiquement impossible de maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés. Voilà, petite info. Donc moi, en général, je regarde les infos le matin en me levant au petit déjeuner. Donc je commence la journée du bon pied. Alors on pourra me dire que je suis un petit peu masochiste, mais en fait c'est plus compliqué, c'est pas tout à fait ça. Moi c'est plutôt que ça va au contraire me motiver pour agir. Et donc si je vous ai raconté ma vie, c'était pour présenter un peu le collectif citoyen. Donc on est de simples citoyens, de toutes professions, tous âges, etc. Et donc ce qui nous réunit au sein du collectif, c'est que par rapport à ce genre d'information qui est accessible à tout le monde, au lieu de nous démoraliser, peut-être on parle de déni, de se dire on ne regarde pas ça, au contraire ça nous donne envie d'agir et ça nous pousse vraiment à nous mettre en action et à essayer de faire changer les choses par rapport à cette menace qui arrive. Voilà, un petit peu pour vous présenter le cadre du collectif qui organise la soirée.
Et donc cette soirée, pour finir l'introduction, pour vous dire un peu les objectifs qu'on a en l'organisant, donc on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'informer, de faire passer cette information sur la menace, sur l'urgence climatique, parce qu'on estime qu'en fait elle n'est pas assez développée, cette information. Un objectif aussi, c'est de se former en tant que citoyen militant pour le climat. Si on veut peser dans les débats, si on veut aller à la rencontre des élus locaux, si on veut être force de proposition ou des fois interpellé, il faut un petit peu creuser les sujets et donc se former. C'est pour ça qu'on organise des soirées une fois par mois pour justement approfondir un peu les sujets, apprendre et pouvoir ensuite donc essayer d'en parler localement. Ce qui m'emmène au troisième objectif, donc on appelle ces soirées-là Demain dans la commune. L'idée c'est de s'approprier les sujets du climat localement, de ne pas parler un peu en général, d'avoir un raisonnement hors sol en disant par exemple il faudrait que les Chinois fassent ci, ou il faudrait que les Américains fassent ça, ou que le gouvernement fasse ça. On sait très bien que le gouvernement aujourd'hui fait plutôt le contraire de ce qu'il faut faire. Donc l'idée c'est plutôt de se réapproprier les sujets localement et de parler localement en quoi ils nous concernent et ce qu'on pourrait faire. Et on a l'objectif en organisant comme ça des réunions en maximum, qu'on peut peut-être susciter des échanges, des rencontres, faire émerger des projets ou rien que des réflexions collectives sur les sujets de l'urgence climatique. Et je crois que j'avais un dernier objectif, c'est aussi cette dynamique collective. L'objectif, c'est aussi un peu de s'entraider, de se serrer les coudes par rapport à la menace climatique qui peut paraître complètement effrayante ou démobilisatrice. Et le fait d'être à plusieurs, l'objectif, voilà, c'est tous ensemble, on est quand même plus fort pour avancer. Voilà. Donc, une intro un petit peu longue, mais pour vous donner un petit peu le cadre. Et donc maintenant, on va continuer. Je vais laisser la parole après à Monsieur Coutet, donc maire de Malonnet, qui a accepté notre invitation pour parler ce soir. Le thème, c'était ville en transition. Donc, pour vous dire un peu notre état d'esprit en vous invitant, c'est que vraiment on a trouvé que c'était très inspirant la démarche que vous avez déjà présentée. Certains d'entre nous ont assisté à des présentations. Pour nous, c'était vraiment très inspirant. On se sentait vraiment très motivé pour faire cette soirée sur les villes en transition et qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, on est persuadé qu'il y a des choses à faire. Donc, ouais, c'est pour vous dire un petit peu qu'on est bien motivé. Je suis très content que vous ayez accepté de venir. Et je voudrais aussi dire un mot pour remercier la mairie de Cagny, donc, qui nous accueille en nous prêtant la salle. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à monsieur le maire de Cagny qui va nous présenter, dire un mot de bienvenue et puis présenter aussi la commune. Et ensuite, on aura donc la présentation de monsieur Coutet et on aura un temps d'échange questions à la suite. Voilà. Merci, bonsoir à tous. Alors, heureux de vous trouver ici dans cette salle Daniel Pierre. Alors, Daniel Pierre, pourquoi? Parce que c'était un grand sportif d'une époque, 1924. C'était la personne de moins vite qui avait participé aux Jeux Olympiques. Voilà, qui était dans le sport, dans le lancer du disque, du poids. Voilà, donc c'est pour faire cette petite introduction rapide sur cette salle. Voilà, donc je vais vous présenter la commune de Cagny-Barville. Beaucoup de gens la connaissent, peut-être un peu moins. Donc commune de 3100 habitants, au sein de la vallée de la Dordan, un beau fleuve côtier, de 26 km, qui prend sa source à Héricourt-en-Caux et se jette à Velette-sur-Mer. Voilà, donc c'est un fleuve côtier, et puis de nombreux ouvrages sur cette Dordan, et en particulier des ouvrages qui ont servi à la richesse de notre vallée, d'une époque, et qui a permis d'avoir plusieurs industries, des filatures, des scieries, des moulins, qui permettaient comme ça d'apporter cette richesse de notre territoire. Bien sûr, ça a évolué. Maintenant, c'est plus un fleuve pour le tourisme, la pêche, qui est vraiment très agréable, et aussi pour permettre d'avoir des propriétés qui se trouvent à proximité, tout à fait à côté, d'avoir des belles propriétés sur ce territoire. Cagny-Barville aussi, c'est une petite ville attractive
qui a beaucoup d'entreprises principalement agroalimentaires. Sur notre territoire, pour Cagny-Marly, c'est entreprises agroalimentaires, mais également entreprises énergie, un pôle énergie, qui est la centrale de Paluel. Sur les entreprises locales, c'est principalement l'entreprise Blanche, leader dans les saucissons apéritifs, que tout le monde connaît maintenant, qui a été maintenant bien diffusée pour plein d'entreprises. Les Tripailleurs, entreprise qui a plus de 105 ans, et puis aussi Abattoir, et également aussi des entreprises en proximité comme Delpera, et puis à Saint-Marie-en-Caux, Pasquier. Donc ici, on peut tenir un siège, on a tout ce qu'il faut pour bien vivre, c'est pour ça que vous voyez, il est un peu dans mon coin. Voilà. Donc nous avons aussi une entreprise qui est Plasturgie aussi, une belle entreprise qui fait 60% à l'export, qui emploie 160 personnes, et qui a fait de grands investissements ces derniers temps, qui permet d'apporter cet emploi sur notre commune. Cet emploi qui permet aussi d'avoir des commerces, 80 commerçants et artisans sur la commune. Pour une commune de 3100 habitants, je peux vous dire que c'est encore bien, beau, mais c'est fragile, parce que bien sûr, il y a toujours les grandes surfaces qui sont toujours à s'implanter et qui peut déstabiliser notre territoire. On a aussi une vallée qui est magnifique, et aussi du maraîchage, et puis des agriculteurs, encore 10 agriculteurs sur notre territoire. C'est vrai, il y a beaucoup de communes, il n'y a plus d'agriculteurs. Nous, on a encore cette chance-là, et grâce à eux, ils peuvent comme ça entretenir le paysage et d'avoir une belle région. Voilà, donc nous, pour nous, quand on a fait le PE, on a fait aussi une analyse environnementale pour justement bien définir la trame verte et la trame bleue. Ça, c'est important dans une commune de bien savoir pour assurer la biodiversité et la continuité, bien sûr, écologique. Donc ça a été mis en place depuis 2016. On est vigilant quand on fait des constructions. Justement, le PLU nous impose à respecter certaines zones et à faire attention pour que cette trame soit toujours garantie. Nous avons fait aussi, peut-être des personnes qui n'étaient pas tout à fait d'accord, mais suite à la loi 2005, nous avons adapté notre moulin, qui s'appelle la Turbine, qui était un ancien où il produisait l'électricité pour l'entreprise de filature. Et ce moulin, donc, nous avons fait une passe en enrochement pour permettre la libre circulation des espèces et des sédiments. Donc ça a été mis en place, bien sûr, décrié pour certains, mais quand on est maire, on applique des lois, et bien sûr, il faut tenir compte de ces lois et les appliquer. Voilà. Donc bien sûr, la transition écologique et énergétique, c'est très important dans nos pays, dans nos communes. Donc bien sûr, on s'inscrit dans cette démarche complète. Alors peut-être pas suffisamment rapidement, mais bien sûr, on le fait aussi en fonction de nos budgets. C'est pas toujours simple, mais bon, c'est toujours pareil, c'est de l'investissement, c'est pour justement récupérer ensuite. La démarche, surtout principalement, c'est d'équiper nos bâtiments en LED. Comme là, c'est en place, maintenant c'est en LED. Donc ça consomme peut-être moins. Et ça, c'est fort agréable. Avec la communauté de communes, tout l'éclairage public d'ici fin d'année, je pense que les 8000 points lumineux seront mis en place. 8000 points lumineux, ça coûte 11 millions d'euros, 4 millions pour la communauté de communes, et le syndicat départemental qui met ça en place. Donc pour nous, c'est aussi important, ça va nous faire des gains sur la consommation d'énergie, mais aussi on va mettre en place un système qui permet à lui soit de couper, soit d'abaisser la luminosité pour justement gagner aussi de ce côté-là et puis éviter de consommer à tort. Voilà, donc on sait toujours que l'énergie, le mieux c'est de l'économiser, et tout du moins voilà. Donc on va mettre en place aussi la grille de thermographie, c'est-à-dire que ça permet sur un quartier de réunir les volontaires, les propriétaires des habitations et de pouvoir faire avec une caméra thermique, d'aller sur place, de faire des mesures comme ça pour sensibiliser les gens justement à se rendre compte que leur maison, parfois, elles sont un peu passoires, et bien sûr les aider, les accompagner après pour trouver s'il y a des aides pour pouvoir isoler leur maison, comme nos bâtiments, comme nous, bien sûr. Voilà, j'en dirai pas plus, c'est une démarche, je sais. Et puis bien sûr, je suis heureux d'accueillir Guillaume Coutet, maire de Ménodé, qui est notre exemple, c'est nos marins, dans les communes, quand même, si, quand même. Parce que tu passes maintenant, tu as des labels, tu as des reconnaissances, et c'est ça qui est important pour nous, maires, d'avoir, c'est comme partout, des bonnes pratiques, il faut essayer de les prendre un peu partout,
c'est comme j'ai dit, moi l'écologie, je veux de l'écologie, mais raisonnable, dans le sens où c'est faisable et mesurable. C'est bien beau de dire des belles choses, mais il faut de l'efficacité derrière, et pour le faire, on le fait avec notre budget. Et quand il y a des communes qui l'ont mis en place, ça nous permet de pouvoir voir, de discuter, de voir vraiment l'intérêt, le retour sur investissement, voilà. Et puis surtout l'intérêt écologique, parce qu'on est tous là pour ça. Voilà. Donc je m'arrêterai là. Je vous souhaite encore une très bonne soirée. Bien sûr, on va entendre plein de belles choses, je pense. J'ai été heureux de mettre à disposition cette salle pour le collectif citoyen, donc pour le climat et la justice sociale, parce que j'ai bien retenu la leçon, c'est bien. Voilà. Et ben, je vous félicite de voir cette démarche, parce que je pense qu'on a besoin des citoyens pour nous aiguiller un peu, pour nous faire bouger un peu, sortir un peu de nos habitudes, de notre routine peut-être, et c'est toujours très agréable de réfléchir à ça, et obligatoirement, on trouvera toujours des solutions. Et il est vrai que ça devient très urgent. Voilà. Et on le voit malheureusement avec les situations que nous pouvons rencontrer sur notre territoire, en particulier dans le sud de la France, où quand on voit toutes ces inondations qui peuvent avoir, c'est malheureux pour les gens, et pour la vie. Donc il faut se préserver. Je sais que le département, Madame la vice-présidente qui est ici, voilà, bonsoir Madame, qui, je sais que le département va prendre en compte aussi ça, malheureusement, avec le niveau de l'eau de la mer qui va monter, et donc il y aura des protections à prendre aussi pour le littoral. Hein. Alors des fois, on veut toujours construire au littoral, mais pensons ce qui peut se passer après. Et s'il y a des gens qui sont malheureux, inondés, et ainsi de suite, ça sera la responsabilité des collectivités. Voilà. Donc, bonne soirée à tous, et puis on va écouter Guillaume et toute son expérience. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Quelques mots juste avant de commencer la présentation. Remercier M. le maire de son accueil et surtout remercier le collectif de son invitation. Effectivement, j'avais eu l'occasion d'animer un atelier lors de l'élaboration du plan climat air énergie du territoire du côté Tifto, et j'en avais croisé quelques-uns à ce moment-là, d'où leur invitation à ce que je puisse participer ce soir à cette présentation de, très modestement, ce qu'on a mis en place à Malonnet depuis une dizaine d'années maintenant. Donc un grand merci à vous. Grand merci pas que pour l'invitation, grand merci aussi de votre mobilisation, parce que voilà, la meilleure des récompenses, c'est le fait d'avoir vachement de monde en fait ce soir. J'ai d'autant plus la pression. Donc un grand merci et de votre mobilisation et de m'avoir proposé de présenter la démarche de la ville de Malonnet. Je vais essayer de ne pas être trop techno, n'hésitez pas à m'interrompre si j'utilise des mots ou des trucs qui sont un peu bizarres. Voilà. En deux mots, je vais essayer de faire relativement vite parce que bien souvent, et donc là je vois qu'on m'a raccourci ce que je dis habituellement parce qu'on m'avait donné 45 minutes, donc par rapport à ce que je dis d'habitude, je vais être plus court. On a voilà, depuis quelques temps maintenant, Malonnet est effectivement identifié comme étant le petit poussé de la transition énergétique en Seine-Maritime et même, c'est pas très modeste, mais au-delà du département Seine-Marin. Et l'ambition qui est la nôtre, avec mes collègues élus, mais aussi avec les agents de la mairie, c'est voilà, de participer et d'essayer d'essaimer pour montrer qu'une petite collectivité, c'est vraiment la marque de fabrique qu'on essaye de mettre en avant. Une petite collectivité avec des moyens humains et financiers limités peut avoir de l'ambition. Les enjeux de transition ne sont pas réservés aux grosses structures, aux grosses intercommunalités qui ont accessoirement bien souvent un peu plus de sous que nous. On sait bien, effectivement, je rebondis sur les propos de Mathieu en introduction, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que la réussite de la transition écologique et énergétique ne passera que par la mobilisation des territoires et des citoyens, bien entendu, mais des territoires. Parce que si on attend tout du niveau national, je pense que ce genre de problématique, on les traînera encore de très nombreuses années. Donc l'enjeu, c'est vraiment la mobilisation des territoires au plus près des citoyens sur notamment les enjeux de mobilisation et de changement de comportement. La ville de Malonnet, donc, c'est une des 71 communes du territoire de la métropole au Grand Normandie. On est au bout du de la métropole. C'est presque 6200 habitants, 2700 ménages. La commune fait 10 km² de superficie avec l'essentiel de l'urbanisation en fond de vallée. On a une rivière qui traverse la commune, le Cailly, et deux zones de hameaux ruraux. On a encore aussi
des exploitations agricoles en activité. 19 000 m², c'est 19 000 m² de bâtiments municipaux. C'est un des leviers sur lesquels la ville a essayé d'agir aussi pour réduire son empreinte carbone. Au niveau de la population, 63% des Malonnésiens sont propriétaires de leur logement et nous avons sur le territoire communal 29% de logements publics. 3 sources d'inspiration. Petit à petit, je reviendrai sur l'histoire chronologiquement de ce qu'on a mis en place. 3 sources d'inspiration qui ont été les nôtres au fur et à mesure. Le scénario de Megawatt, je ne reviendrai pas dessus, c'était l'occasion d'un précédent débat du collectif. Et on a essayé de passer à travers ce prisme l'ensemble des politiques municipales qu'on mettait en place autour des enjeux de sobriété, d'efficacité et du développement des renouvelables. Bien évidemment, c'est une démarche qui s'inscrit sur le temps long, pas en 1 ou 2 années qu'on a pu mettre en place cette approche. Un autre détail qui fait un peu notre spécificité, c'est qu'on a inscrit la politique municipale sur le territoire dans une approche globale. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas que de nos compétences municipales, on va au-delà. La ville de Malonné est sur le territoire de la métropole Rouen-Normandie. Qui dit métropole dit compétences particulières qui sont différentes de l'intercommunalité d'ici. Par exemple, la compétence énergie est une compétence exercée par la métropole. Donc on pourrait se dire que c'est pas nous, c'est la métropole, et s'ils font rien à la métropole, et bien non. Nous, on a vraiment décidé de se saisir aussi des compétences qui ne sont pas les nôtres pour pouvoir voir à notre mesure comment adapter les politiques publiques municipales et par exemple s'intéresser aux problématiques de qualité de l'air et donc derrière aux enjeux de santé publique à l'échelle du territoire, même si on n'a pas une compétence directe. Ce qui fait changer vraiment la manière avec laquelle les élus municipaux travaillent les projets, et notamment les projets de réhabilitation des bâtiments communaux ou les projets de construction. Sur cette thématique du patrimoine municipal, un autre détail, c'est on inscrit notre démarche dans le temps long. Là où habituellement les élus, quand on porte un projet de création d'un nouvel équipement, soit un équipement sportif, culturel ou autre, ou une extension d'un bâtiment, on se fixe une enveloppe financière, on va essayer d'aller chercher un peu de sous auprès du département et autres partenaires, et on essaye de faire rentrer au chausse-pied le projet dans l'enveloppe financière qu'on a déterminée. Sauf que le coût d'un bâtiment, c'est pas son coût de construction, c'est vraiment son coût de fonctionnement. Et donc on a complètement inversé, nous, la logique. On a arrêté de se fixer une enveloppe, alors on ne dépense pas à tout va non plus, hein. On a arrêté de se fixer une enveloppe maxi, on s'est dit, il ne faut pas que ce soit un frein. On essaye d'avoir systématiquement une exemplarité énergétique la plus élevée possible, au-delà de la réglementation thermique, pour financer l'investissement et donc avoir une assiette pour les subventions peut-être un peu plus large, mais au moins avec un investissement plus lourd, on finance les économies de demain, puisque 3/4 des coûts d'un bâtiment correspondent à son fonctionnement. Ça, on a essayé de dater chronologiquement. Il y a un slide que je présente en général à la fin, mon pas mis là, j'en dirai un mot quand même. On a essayé de regarder si dans le temps, l'ensemble de l'action qu'on essayait de porter se traduisait en euros sonnants et trébuchants, parce que la ville de Malonné, dans les années 2000, était en difficulté financière, et c'est l'origine de notre engagement en fait. Je ne suis pas adhérent d'Europe Écologie Les Verts, donc je ne porte pas à l'échelle des politiques publiques municipales mon engagement politique. La ville était en difficulté financière, on était dans le réseau d'alerte de la préfecture de Seine-Maritime, on était en plein dans l'effet ciseaux, et donc avant de dire qu'on avait urgence à agir par rapport au climat, on avait surtout, nous, dans un premier temps, urgence à agir par rapport à la faillite de la ville. Et on a essayé de dater le début de notre engagement sur ces thématiques autour de l'écologie et de l'environnement. À l'année 2006, mon prédécesseur avait mis en place au sein de la collectivité une démarche d'amélioration continue. Il bossait chez Orange, c'était un peu la mode dans les boîtes privées à ce moment-là, de démarche qualité. Donc il avait transposé ça au service de la ville. Et donc on avait mis en place ce qu'on avait appelé un comité éco-citoyenneté qui rassemblait des élus municipaux et des agents municipaux uniquement sur la base du volontariat pour tout simplement mettre en place du bon sens, comment on économise un peu d'eau, un peu d'électricité. Et en fait l'aventure elle a commencé comme ça. Puis dans le temps, puisqu'on est une petite collectivité, on n'a pas de ressources techniques en interne en termes de profil au niveau des compétences des agents de la collectivité, donc on a essayé de chercher des compétences là où elles existaient.
On s'est rapproché, on a vraiment beaucoup travaillé avec l'ADEME de Haute-Normandie à l'époque, et on a vu cette démarche qui s'appelle Citergie. C'est un processus européen qui est développé dans plusieurs pays de l'Union européenne, qui est porté en France par l'ADEME, et qui accompagne les territoires sur la mise en place de leur action climat-énergie. La réglementation n'impose pas aux communes comme Malonnet, à l'époque, avant qu'il y ait aujourd'hui les plans climat-air-énergie territoriaux imposés aux intercommunalités. Nous, on n'avait pas d'obligation légale de faire des démarches d'agenda 21, machin, tout ce qui était à la mode aussi à ce moment-là. Mais donc du coup, on s'est dit, on va y aller volontairement, on s'est intéressé à ce processus, qui très schématiquement, on prend l'engagement sur 4 années de mettre en place un plan d'action et de développer ces actions sur les politiques publiques de la commune. Il y a un coût pour la commune, on est accompagné par un bureau d'études qui est largement financé par l'ADEME, et il y a plusieurs niveaux de l'ADEME. Donc on s'est embarqué dans cette aventure-là, ce qui nous a permis avant tout de structurer la démarche en interne au sein des services de la collectivité et au niveau tant du personnel municipal que des élus, de commencer à se former, à découvrir ces thématiques autour des enjeux de l'énergie, sachant qu'on n'avait pas la compétence énergie. On visait vraiment, ici, nous, l'enjeu autour du patrimoine municipal pour réduire la facture financière de la collectivité. On s'est donc engagé dans la démarche Citergie en 2000. On a franchi la première étape de labellisation en 2013 et la ville a été labellisée en 2015, Ville Citergie. On était à ce moment-là la deuxième plus petite collectivité de France à être labellisée, puisque la plupart du temps, ce sont des intercos, des grosses villes qui sont dans ce processus. Donc, si on compare à Besançon et autres, toujours très rigolo. Mais l'intérêt, c'est aussi de partager les expériences avec d'autres territoires, de partager aussi avec des territoires hors des frontières nationales. Après, il faut aussi dire qu'on a eu un bon alignement des planètes. Donc à l'époque, j'aurais dû jouer au loto d'ailleurs, puisque au moment où nous, on avait déjà délibéré notre plan d'action dans le cadre de Citergie, le ministère de l'Environnement, Ségolène Royal, lançait l'appel à projet des territoires énergie positive pour la croissance verte. On a donc répondu à l'appel à projet. On a signé la convention TEPCV en 2015, la convention initiale, et très vite, comme on nous a donné la possibilité de présenter un avenant, on a présenté un avenant. L'opportunité, c'est que pour une fois que l'État donne de l'argent au territoire, là c'était le cas, la ville de Malonnet a obtenu un soutien financier à hauteur de 2 millions d'euros de la part de l'État sur son plan d'action. Et nous, le choix politique volontaire qu'on a fait, c'est de revenir sur le fameux scénario négawatt. On avait beaucoup travaillé la sobriété sur la manière dont fonctionnaient nos services, sur l'efficacité en travaillant l'enveloppe thermique de notre patrimoine. Il nous restait à travailler le développement des renouvelables. Et donc, en fait, on a mis essentiellement le soutien de l'État qu'on a obtenu sur le développement du renouvelable sur la commune. J'y reviendrai tout à l'heure. Et chemin faisant, en fait, on est rentré dans plusieurs réseaux à l'échelle nationale pour pouvoir continuer à s'intéresser et à peser pour faire évoluer les différents points de réglementation en la matière, puisque là aussi, il y a parfois des freins, des aspects un peu bloquants au niveau de la réglementation. Donc l'idée, c'est d'être une ville expérimentale pour faire essayer d'avancer la réglementation qui est un peu bloquante, trop souvent encore aujourd'hui. Dans le cadre de notre plan d'action de Citergie, on a travaillé 6 axes, que je redétaillerai vite fait après. Le premier, le gros enjeu, c'est la rénovation du patrimoine municipal. On a vraiment beaucoup travaillé sur cet aspect-là, et aujourd'hui, on est à 30% d'économie d'énergie sur le patrimoine entre 2006 et 2018. On couvre nos besoins d'énergie à 60% par des énergies renouvelables. 90% des kilomètres parcourus par la flotte municipale est soit au gaz, soit à l'électricité, beaucoup plus propre que nos anciens véhicules. On a eu un gros travail de fait aussi avec les bailleurs publics sur le territoire. Ça, c'est un des volets de l'action de Citergie, c'est de mobiliser les différents acteurs du territoire. Et donc, on a mobilisé tous les bailleurs publics sur le territoire de la commune et on a transformé Malonnet en laboratoire des nouvelles formes d'habitat. J'y reviendrai tout à l'heure. La coopération entre les acteurs, on a pas mal bossé à l'échelle du territoire métropolitain pour embarquer dans l'aventure avec nous d'autres territoires. L'expérimentation d'alternatives sobres. On a par exemple mobilisé les habitants et proposé aux habitants de cofinancer avec la ville une toiture solaire sur une école. J'ai donc levé un emprunt auprès des habitants
qui coûte plus cher qu'un emprunt auprès d'une banque. Sauf que derrière, on a la mobilisation, l'implication des habitants sur le territoire sur un projet citoyen et sur un projet de développement des énergies renouvelables.